Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de revoir parmi nous le professeur Grimaldi que nous avions accueilli en février 2012. Il nous présentait déjà un livre sur les questions relatives à la santé publique et sa conférence avait été reprise en entretien dans Royaliste. Et la conclusion de l'entretien était la suivante. Vous disiez, on est rentré dans une logique de rentabilité et non dans une logique d'efficience. Il ne s'agit pas de supprimer des gaspillages. Il s'agit seulement d'être financièrement rentable. On a placé les médecins hospitaliers dans un conflit d'intérêts. L'ensemble de ces mesures crée un climat de démotivation puissant dans un métier où la motivation intrinsèque est capitale. Nous en sommes là. Et l'entretien se terminait ainsi. Alors, est-ce qu'on en est toujours là, monsieur le professeur? Est-ce qu'on a avancé, comme on le dit aujourd'hui? Dites-nous, je vous en prie. Ok, on ne peut pas répondre tout de suite, mais la réponse est évidente pour tout le monde. On en est là, en pire. Je vous propose de faire ça en deux temps. En gros, on parle de crise du système de santé, mais la crise, ça donne un sentiment aigu. C'est plutôt une maladie chronique. Déjà, en 1912, on était déjà dans la maladie. Donc, la maladie chronique du système de santé. Et face à une maladie chronique, il y a quel est le diagnostic? Et en fonction du diagnostic, quel est le traitement? Donc, je vous propose d'abord de voir le diagnostic. On peut discuter ensuite. Et puis, dans un deuxième temps, de dire, quel serait le traitement? Alors, le diagnostic de notre système de santé, évidemment, quand on parle de système de santé, il faut repartir à sa fondation qui est 1945. La création de la sécurité sociale. Ça, c'est le grand élément fondateur du système de santé. Mais, contrairement à l'image qu'on en a, qui est largement déformée aujourd'hui, on crée en 1945, non pas un système de santé, mais d'abord un système de soins, mais un système mixte, public-privé. C'est... En 1945, c'est la concordance nationale, c'est l'union nationale pour reconstruire le pays. Et tout va être mixte. C'est-à-dire que le financement, c'est la Sécu, grand progrès, mais dès 1946, on concède à la mutualité ce qu'on appellera le ticket modérateur, 20%. Donc on va avoir une double gestion, Sécu, mutuelle. D'ailleurs, même en 1947, loi Maurice, la mutualité nationale était discréditée. Elle avait collaboré avec le régime de Vichy. Néanmoins, en 1946, elle ne se rallie à la Sécu. Elle est contre la Sécu en 1945. Elle ne se rallie que parce qu'on lui concède la gestion d'un ticket modérateur sur 20%, ce qui a à l'époque annoncé 20% des remboursements. En 1947, il y a même une loi Maurice qui se dit en défense des intérêts de la mutualité, qui permet aux mutuelles de fonctionnaires de gérer la Sécu, l'assurance maladie obligatoire, comme la MGEL, qui gère la mutuelle et la Sécu, et interdit à la Sécu de créer une mutuelle. Sauf en Alsace-Lorraine, pour des raisons historiques. Statut spécial, où la Sécu d'Alsace-Lorraine, le régime Alsace-Lorraine, a sa propre mutuelle. Donc une seule gestion. La prestation, elle est publique-privée. Il y a les hôpitaux publics, il y a les centres municipaux, ce qu'on appelait les dispensaires à l'époque municipaux, qui appartiennent à la puissance publique, et puis il y a la médecine libérale, qui est privée. La gestion est mixte. La médecine de ville libérale va être gérée par des conventions, des contrats entre la Sécu et les syndicats des professionnels libéraux. Il y a eu récemment l'échec de la négociation. Le premier conventionnement national n'a lieu qu'en 1971. Avant, c'est des conventionnements locaux. La CSMF accepte une conventionnement national, le grand syndicat de médecins, qu'en 1971. Au prix d'une scission, d'ailleurs. Et à chaque fois, il y aura des scissions. Plus libéraux, plus libéraux, plus libéraux. L'hôpital, lui, il est géré par la puissance publique. Donc on a un système mixte et un système de soins, pas un système de santé. C'est-à-dire la prévention,
pas le sujet. Les déterminants des maladies, c'est pas le sujet. Donc, on a un système centré sur le soin. Si on regarde ce qui se passe à l'étranger, l'Angleterre, avec Beveridge, qui crée l'État-providence, crée un système universel étatique, qui est fondé sur l'impôt, géré par l'État. En 1944, le CNR est plutôt sur cette vision-là. Le texte de la santé du CNR de 1944, c'est chaque citoyen doit pouvoir assurer sa survie et celle de sa famille lorsqu'il est malade. C'est chaque citoyen. En 1945, ça devient chaque travailleur. C'est plus un système universel. Il faudra attendre 2000, la CMU, pour que le système de santé devienne universel en France. Mais à l'époque, le chômage n'est pas le problème. Donc, alors, les deux grands points très progressistes et dont on doit, à mon avis, rester fidèle de la Sécu, ça sera, les recettes sont dédiées, l'État ne peut pas mettre la main dessus. Ça a été aboli par la majorité macronienne, qui a aboli la loi Veil, qui disait que lorsque l'État, enfin le gouvernement, exonère de cotisations à la Sécu, il doit rembourser intégralement les frais, c'est fini. L'État peut mettre la main sur le budget de la Sécu. Et la deuxième chose, c'était la direction de la Sécu appartient aux organisations syndicales, initialement la CGT, puis le paritarisme. Alors là, c'était pas l'État, le gouvernement qui avait fait faillite à la guerre mondiale, c'était ceux qui apparaissaient comme issus de la résistance. Mais il y avait une logique, parce qu'on réécrit beaucoup l'histoire. Les dépenses de santé à l'époque, c'est 2,5 ou 3% du PIB. Alors, le PIB, ça n'existait pas, mais enfin, en gros, c'était quoi? C'était les indemnités journalières. C'était pas la dialyse rénale qui n'existait pas, c'était pas les greffes du foie, c'était pas les greffes du cœur, c'était pas tout ça. C'était quand un ouvrier est malade, il faut qu'il puisse toucher des indemnités journalières pour pouvoir nourrir sa famille et survivre. Donc c'était assez logique que ce soit les organisations syndicales qui gèrent ces indemnités journalières, comme peuvent gérer les accidents de travail, la retraite, etc. Donc c'était... Alors, si on regarde ce qui se passe à l'étranger, les deux extrêmes, on a le système anglais qui, lui, est donc très étatique, mais universel et gratuit. Et les Anglais sont très attachés. Et on a le système américain qui, lui, est très libéral, ses assurances privées, sauf pour les vieux, Medicaid, et les pauvres, Medicare et Medicaid. Mais le reste sont des assurances privées. Même l'Obamacare, l'Obama qui essaye de créer un système de santé, se brise là-dessus, et c'est géré par les assurances privées. Alors, on a les deux extrêmes. La France est au milieu. Et quand il y a la discussion sur l'Obamacare, dans le New York Times, il y a un édito qui dit « Quel est le meilleur système de santé? L'anglais ou l'américain ?» Et l'article répond « Le français ». Donc, notre système mixte, au fond, nous a amené mi-public, en partie privé. Si on regarde en pourcentage du PIB, ça veut dire que, en gros, les Anglais dépensent 9,5% du PIB, public pour l'essentiel, et 0,5% de privé. En France, on dépense 9% de public et 3% de privé. Et les Américains, c'est 8% de public quand même, 8% de public, et 9% de privé. Ils dépensent en tout 17% du PIB. Avec des résultats de santé publique les plus médiocres qui soient, très inférieurs à tous les pays développés, en termes de santé publique. Donc voilà, notre système mixte, il a fait la force de la France, il nous a amené à un moment donné à dire c'est un des meilleurs systèmes au monde. Quand le problème était au fond la maladie aiguë, le système de soins. Et on reste très bon pour traiter l'infarctus du myocarde, on décline, mais on reste très bon sur ça. Mais tout ce qui va considérer la santé publique, alors là, on est historiquement très mauvais. Les inégalités sociales de santé, la prévention, la mortalité évitable avant l'âge de 60 ans, là, nous sommes très mauvais. Même en Europe, nous sommes juste avant les anciens pays de l'Est.
Donc on a créé vraiment un système de soins qui a été performant, mixte. Dans la foulée du mouvement du CNR, il y a la grande réforme de 58 des hôpitaux, poussée par l'alliance, fondamentalement des gaullistes, mais qui ont une histoire particulière. Robert Debré, ami de Charles Péguy, ou élève de Charles Péguy, gaulliste, petit-fils de rabbin, mais devenu catholique, ayant déjà fait un programme pour le CNR en 1944, et rejoint par des jeunes médecins progressistes, qui à l'époque sont mendésistes, deviendront prix Nobel, dans les spécialités où la biologie est en train d'avancer. Et il fait donc cette réforme de 58 qui instaure le plein temps hospitalier. Avant, les médecins sont plein temps le matin, sont à l'hôpital le matin, en clinique, ou alors cabinet l'après-midi. Il fait entrer la discipline phare qui est la biologie, alors qu'on était encore dans le modèle anatomique, avec les hépatologues, Jean Dossé qui aura le prix Nobel, immunologiste. Tous ces jeunes-là qui sont mendésistes trouvent un mandarin, Robert Debré, dont le fils est le Premier ministre. Et en même temps, troisième volet, l'humanisation des hôpitaux. La fin progressive des salles communes, un grand projet progressiste qui, là encore, va se heurter à une opposition farouche. De même que pour la mutualité, il va falloir concéder à la mutualité 20%. L'ensemble de l'Académie de médecine est contre. L'ensemble des syndicats médicaux sont contre. C'est hyper violent. Il est interdit d'entrer dans certains hôpitaux. Robert Debré se réunit dans les cafés. Il y a des menaces de mort. Quand il dit qu'il veut créer le plein temps, les médecins répondent c'est le seul plein temps à l'hôpital, le staphylocoque. Il parle de recherche. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Les dossiers perdus? L'ambiance, il faut voir. Et ça ne passe que parce qu'on est dans la guerre d'Algérie et que le gouvernement légifère par ordonnance. Donc ce n'est pas une loi, c'est une ordonnance. Et il est obligé de concéder le privé à l'hôpital. Il est furieux, mais on lui dit c'est autrement la loi passe pas. Donc il concède un système transitoire. C'est pour que les chirurgiens puissent amener leur clientèle et puis ensuite tout ça disparaîtra vu la somme de travail quand il s'agit d'enseigner, de soigner et de faire de la recherche. Alors ce système mixte, qui à l'époque fait plaisir à tout le monde, et en même temps non régulé. Les dépenses augmentent de 5 à 7% par an. C'est le plaisir des médecins, c'est le plaisir des malades. La biologie est rentrée dans les hôpitaux, et ça va être on va rattraper en partie notre retard. Le fait qu'on soit assez bon en immunologie, en génétique, ça vient de là aussi. Des domaines qui sont restés très performants. Et donc, tout le monde est ravi, sauf que, fin des 30 Glorieuses, choc pétrolier, la croissance du PIB chute. Les dépenses continuent à augmenter de 5 à 7% par an, mais le PIB, lui, augmente de 3 à 4%. Aujourd'hui, on dirait, c'est génial, 3 à 4%. Mais à l'époque, on dit, attendez, les dépenses de santé croissent beaucoup plus vite que la richesse nationale. Donc il faut réguler. Alors, les dépenses de santé augmentent parce que la population vieillit, parce que se développent donc les maladies chroniques, parce que il y a aussi la diatrogénie, c'est-à-dire que la médecine elle-même crée ses propres pathologies. Il y a 10% des patients qui rentrent à l'hôpital à cause des effets des médicaments. Donc on a une croissance structurelle inévitable. La population augmente, elle vieillit, donc les dépenses de santé ne peuvent qu'augmenter. Donc il faut réguler. Voilà. Alors comment on peut réguler? Il n'y a que 3 façons. Il n'y a pas 36 façons de réguler. On peut dire, d'abord, il faut que ce soit éthique. On ne fait que ce qui est utile aux patients, ce qui est nécessaire, au moindre coût pour la collectivité, puisqu'on a un système solidaire. Alors, qui va réguler ça? Le Conseil de l'ordre. Le Conseil de l'ordre, il sanctionne aucun médecin. Bon, sauf des histoires individuelles, d'abus, etc. Mais, donc, on prête serment.
on prête serment de se former et de ne pas abuser, mais enfin tout ça est en pratique peu appliqué. La première chose, l'éthique, elle reste très importante. C'est ce qui fait les recommandations, c'est ce qui fait... bon voilà, vous devez assurer le juste soin, ce qui est nécessaire, mais pas plus. Bon. Et tous les médecins sont persuadés que n'abusent pas. Mais les malades non plus, personne ne doit abuser. Vous ne demandez pas un taxi remboursé par la Sécurité sociale s'il n'y a pas lieu, etc. etc. Bon. Deuxième moyen, le marché. Il faut demander aux gens de se payer une partie de la santé. Bon, ça, vous faites un choix. Ça sera bagnole ou santé. Bon, donc, va avoir tout le débat sur quand c'est gratuit, on abuse, donc il faut faire payer. Franchise, il faut que les malades payent. L'idée du ticket modérateur, c'est ça. Le terme modérateur, c'était si un ticket modérateur de 20%, ça va freiner les dépenses. Mais le ticket modérateur, il n'a jamais rien modéré puisqu'il est remboursé par les mutuelles. Donc c'est simplement, ça entretient la gestion des mutuelles. Donc, et inversement, le marché, ça crée inévitablement les inégalités. Il y a eu des études de l'IRDES, par exemple, quand il y a eu les franchises, le débat entre Ségolène Royal et Sarkozy. Donc on a fait une franchise, on a regardé, est-ce que ça diminue la consommation de soins? Oui, pour les plus pauvres. Pour ceux qui ont les moyens, ça ne diminue rien du tout. Lesquels consomment plus que les pauvres. Donc ceux qui consomment le plus continuent à consommer le plus, ceux qui consomment le moins consomment un peu moins. Donc socialement c'est limité, mais voilà. Troisième forme de régulation, l'État. L'État va diminuer l'offre de soins. Alors comme première mesure, il y a l'idée qui fait consensus à l'époque, dans les années 70, tous les économistes, tous les politiques, tous les milieux professionnels sont d'accord, l'ordre des médecins, les syndicats. En santé, c'est l'offre qui crée la demande. Autrement dit, c'est le médecin qui crée le malade. Donc, s'il y a moins de médecins, il y aura moins de malades. C'est pas complètement faux. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas que ça crée le malade, mais ça crée la prescription. Si vous voyez des médecins, ils vont prescrire des examens, ils vont bien vous trouver quand même quelque chose. Bon. Donc, diminuons les médecins, numerus clausus. Et on met, en 73 ou après, on met en place le numerus clausus. On formait 8500 médecins par an, on va serrer. Et on serre, et on serre, et on serre, et on serre, jusqu'en 2000. Et le dogme de tout le monde, c'est halte à la pléthore médicale. La sécurité sociale a inventé le MICA, c'est-à-dire le paiement pour que les médecins partent en retraite anticipée, jusqu'en 2000. Donc 10 000 médecins sont partis avant l'âge de la retraite, payés par la Sécu, au nom de la pléthore médicale. Donc on est passé de 8 500 à 3 500 médecins en 2000. Et là, vous ne voyez aucun changement. Droite, gauche, cohabitation, tout le monde est d'accord. Alors, les médecins d'aujourd'hui disent c'est pas nous, c'est les gouvernements. Non, les syndicats de médecins étaient absolument pour. Et ceux qui. Alors oui, dans le marché, je vais en parler après, les mesures. En 80, Raymond Barre crée le secteur 2, c'est-à-dire à dépassement d'honoraires. Et les gens qui sont à dépassement d'honoraires sont tout à fait pour diminuer le nombre de médecins parce qu'ils disent comme ça nous met en position de force sur le marché. Je rappelle, le président du syndicat des gynécologues dit les femmes qui ne veulent pas payer de dépassement d'honoraires n'ont qu'à aller se faire soigner à l'hôpital public par des médecins à diplôme étranger. Donc avec un côté xénophobe à la clé. Donc tout le monde est pour. Donc l'État, première chose, ça va être ça. Deuxième chose, ça va être, on contraint les prix. La consultation, elle sera remboursée, maintenant 25 €, ils ont dit 2,5 millions en plus. On va supprimer un certain nombre de médicaments pas très efficaces, Martine Aubry, bon, je te titre, on liquide. Donc on va contraindre. Juppé crée un budget global. Bérégovoy crée le budget global. C'est-à-dire l'hôpital est payé par un budget, les services ont un budget et ils doivent être contenus dans ce budget. Bon, c'est une mesure étatique de contrainte.
Juppé reprend ça, lui, à l'échelle nationale, il crée ce qu'on appelle l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, voté par le Parlement chaque automne, qui sera transformé en budget, par un objectif, qui est pareil, voilà. Là, le Parlement décide qu'on dépense tant pour la santé. Et puis ce budget, il va falloir le contenir. Dans les premières années, il n'est pas contenu. Donc il y a ces trois méthodes. Un, l'éthique médicale, ne gaspillons rien, ne fraudons pas, comme on dit maintenant, la fraude sociale. Bon. Deux, le marché, que les gens se le payent, ils comprendront qu'on ne peut pas abuser. Hein. Et puis trois, les contraintes étatiques. Alors que font les différents gouvernements pendant 30 ans? Ils vont faire un peu de tout. C'est-à-dire, je vous ai dit, le marché, on crée le forfait hospitalier, Bérégovoy, à gauche. C'était pas grand-chose au début, hein. Mais maintenant c'est 25 € par jour. C'est normal, vous allez à l'hôpital, vous êtes logé, vous êtes nourri, donc vous participez, vous payez un peu. Raymond Barre, le secteur 2, contre la CSMF, contre le syndicat des médecins français, qui dit vous allez créer une médecine à 2 vitesses. Ils se sont engagés dans le conventionnement national, et ce syndicat, qui est le principal syndicat, est contre. Et c'est Raymond Barre qui le crée, et il le crée pourquoi? En disant comme ça, c'est une soupape pour les médecins, on pourra ne pas augmenter le secteur 1, c'est-à-dire le secteur conventionné au tarif de la Sécu. Et puis, on libérera la soupape, alors ça fait des négociations permanentes, on rouvre la soupape, on la ferme, on la rouvre. La dernière qui l'a rouvert, c'est Marisol Touraine, qui a remis 3000 médecins en plus dans le dépassement de l'horaire. Les franchises, le poids de la complémentaire santé, et là c'est Hollande, il crée la complémentaire santé d'entreprise, obligatoire. Les gens qui sont en entreprise, c'est les gens jeunes, moins malades que les retraités, qui eux n'y ont pas droit. Donc vous créez casser une solidarité, ce qui fait que les contrats individuels des retraités, des chômeurs, des étudiants, grimpent comme ça. Et on met les assurances privées, mutualistes ou pas mutualistes, on leur donne un pactole. Et puis dans la contrainte étatique, vous avez donc le budget global de Bérégovoy, vous avez les consultations qui font hurler les médecins à 25 €, et vous avez l'ONDAM, l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie, créé par Juppé. Donc voilà notre système. Système mixte, non régulé, et à la fin, alors il devient assez illisible, hein, avec cet empilement de mesures, et j'en ai passé, hein, la réforme Seguin, etc. Grand tournant, fin du siècle, années 2000. C'est le même tournant, mais enfin, pour la santé, il prend deux formes de discours différentes. Premier discours, la médecine devient industrielle. Claude Le Pen, économiste libéral dauphine, en 1999, fin du siècle, écrit un livre assez remarquable, qui est, le titre est typique, Les nouveaux habits d'Hippocrate, du médecin artisan au médecin ingénieur. Donc la médecine, grâce au progrès technique, devient industrielle, le médecin est un ingénieur, l'hôpital est une entreprise. Et en même temps, parallèlement à ça, fin de siècle, c'est ce qu'on a appelé le néolibéralisme, avec, il n'existe pas ce que disait Tony Blair, il n'existe pas une gestion publique et une gestion privée, il n'existe qu'une bonne gestion ou une mauvaise gestion. Et la bonne gestion, c'est celle qui cherche la rentabilité. C'est la gestion de type privé. Et le privé est lucratif. C'est ça le... Donc, il va falloir mettre les hôpitaux et le service public en général, sous cette gestion, qui est, je cherche la rentabilité, non pas pour la société, pour la collectivité, pour la Sécu, ce que je disais, le juste soin au moindre coût, mais le juste soin rentable pour mon établissement. Autrement, je suis en déficit, je suis mis sous tutelle, et puis peut-être un jour, il faut que je change de statut, et puis je peux être mis en faillite. Il y a une logique. Donc on va changer tout le vocabulaire. On va adopter le vocabulaire commercial. Et d'ailleurs, la loi Bachelot s'inspire du vocabulaire de l'entreprise. On ne va plus dire conseil d'administration, on va dire directoire, on ne dit plus les patients mais les clients,
on ne dit plus être dévoué, mais on dit travailler à flux tendu. Il s'agit de faire des gains de productivité. Bon, tout ce langage se met en place, la novlangue rentre parce que c'est dans cette idéologie-là, et c'est comme ça qu'on met la tarification d'activité, non pas ce pourquoi elle pourrait être faite, c'est-à-dire des gestes effectivement techniques, très standardisés, où on peut plus ou moins avoir le modèle entreprise, mais pour toute l'activité de soins. 2004, on dit on fait la technique du pied dans la porte, ça sera partiel, etc. 2008, septembre 2008, Sarkozy annonce que la T2A est généralisée. Et pour que les choses soient claires, pour être directeur d'hôpital, il n'y a pas besoin d'être spécialiste de santé publique. On peut venir du privé. Rosemary Van Lerberg venait de chez Danone. On la met à la paix, avec un salaire de type privé. On dit que si l'hôpital est rentable, il peut intéresser le personnel à sa rentabilité. Ce qui va s'appliquer d'ailleurs à quelques hôpitaux comme Saint-Joseph, qui est un ESPIC, où le directeur est très fier de donner une ristourne aux... Alors, on rentre dans cette logique-là de métier industriel. Avec les deux dogmes, l'État n'est pas fait pour gérer, il est fait pour réguler, pour vérifier que la concurrence sur le marché fonctionne. Et l'idée qu'on applique partout est la concurrence libre et non faussée est le moyen d'obtenir la meilleure qualité au plus bas coût. Donc, il faut que les tarifs soient les mêmes dans les cliniques et dans les hôpitaux et qu'on les mette en concurrence. C'est comme ça que quand on crée la T2A, on parle de convergence tarifaire. Et vous vous rappelez peut-être pas, mais à l'époque, la Fédération de l'hospitalisation privée fait une campagne contre l'hôpital public sur le thème « Sauver la Sécu en venant chez nous ». Nous sommes moins chers, nous gérons mieux, et il y a des affiches dans les abribus, il y a des spots à la télé pour dire la concurrence. Alors nous, on va mener un mouvement contre cette loi et contre cette logique générale de l'hôpital entreprise commerciale. Sur ça, ils vont faire semblant de reculer. En disant non, il n'y a plus de convergence tarifaire. À l'époque, Jean de Carvasdoué, de gauche, enfin qui se dit de gauche, avec le TPS, qui avait été directeur des hôpitaux sous Monroy, écrit un livre, un que sais-je, sur l'hôpital, où il écrit la chose suivante: le mot marketing choque, mais c'est bien de cela dont il s'agit, l'hôpital cherche à vendre. Et il vend quoi? Il vend des séjours, en concurrence avec la clinique d'en face. Les livres de l'époque, c'est tôt ou tard, l'hôpital sera obligé de s'adapter ou de changer son statut. Et là, il pourra faire faillite. Parce qu'un hôpital public qui appartient à la puissance publique, non seulement il a des missions, mais il ne peut pas faire faillite. Il peut être mis sous tutelle, mais il ne peut pas être racheté, il ne peut pas être mis en bourse, il ne peut pas faire l'objet de spéculation, d'achats par des emprunts banquiers, etc., etc. Le privé, lui, peut faire faillite, être racheté, restructuré, etc. Alors, la question, c'est, ça ne marche pas. Cette histoire de la concurrence permet d'obtenir la qualité, ça ne marche pas. Et il faut dire pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, d'abord, cette logique industrielle, elle peut appliquer qu'une petite partie de la médecine. Mais pas les maladies chroniques. La partie la plus standardisée. Moi, j'ai vu un chirurgien cardiaque qui est en Allemagne. Il est spécialiste de la valve mitrale cardiaque, une valve. Il me dit, j'en fais 300 par an. Je ne vois pas les malades. Ils arrivent, je suis en salle d'op, le thorax est ouvert, je répare la valve. Bon. Et il dit, moi, je trouve que l'aéronautique nous a appris beaucoup de choses. Je pense qu'il faut se copier sur effectivement l'aéronautique. C'est le modèle. Un collègue chirurgien orthopédiste se dit, c'est complètement idiot, c'est faux. La meilleure preuve, dit-il, c'est un orthopédiste, la meilleure preuve, dit-il, c'est que lorsqu'un pilote d'avion a un crash dans sa carrière, en général, il n'en a qu'un. Tandis que nous, chirurgiens, nous avons forcément, grands chirurgiens, plusieurs crashs, et nous devons être capables de ramener le malade à bon port. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a l'extrême variabilité qui caractérise l'être humain, même sur le plan anatomique. Alors,
La recherche vise à réduire ça. Sur l'effet des médicaments, les intolérances, qui marchent ou qui marchent moins sur les malades. Donc ça, c'est la pharmacogénétique. Donc tout un champ de la recherche vise à réduire. Hein, ou aujourd'hui, en 3D, à programmer l'intervention, à comprendre toutes les variations. Mais néanmoins, et alors sur le plan de la psychiatrie, évidemment, c'est une individualisation complète. Mais la maladie chronique aussi, parce que la maladie chronique, c'est pas seulement une maladie. C'est des effets psychologiques, sociaux, culturels, d'environnement, dans la vie de tous les jours. Et le grand problème, c'est l'observance des patients. 50%, en gros, en moyenne, l'observance n'est que de 50%. Donc on a un problème majeur qui est celui-là. Bon, maintenant, il y a 24 millions de patients qui ont une maladie chronique en France. Hein, ça ne fait qu'augmenter. Donc notre système, donc ce système a été complètement adapté à, en gros, la chirurgie ambulatoire. Le canal carpien, la cataracte. Bon, on peut dire, oui, c'est standard. C'est facile à évaluer, c'est facile à quantifier, et au fond, mettre un prix. Par contre, le diabète du 93 et le diabète du 5e arrondissement, mais ça n'a rien à voir. Le diabète, il est vieux, il est polypathologique, il est machin, ça n'a rien à voir avec celui, le plus jeune, l'adulte, enfin, vous êtes dans... Alors, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose pour laquelle ça ne marche pas, c'est que... En santé, il y a un symptôme qui est partagé par tous les malades. Toutes les maladies, il y a un symptôme commun. C'est quoi ce symptôme d'après vous? Quel est le symptôme que partage quiconque est malade ou se croit malade? Ou se croit malade? L'angoisse. Ben oui, l'angoisse. Et donc, comment on fait? Quand vous allez acheter vos oranges, vous n'êtes pas tellement angoissé, ou votre bagnole. Vous demandez à des amis, ou les oranges, vous regardez, vous dites c'est assez cher, le voisin, quelle est la qualité, je sais pas quoi, vos fraises, elles viennent de Belgique, de machin, d'Espagne, j'en veux pas, bon, ah ouais, mais c'est moins cher. Bon, vous faites un choix. En santé, c'est pas comme ça. En santé, vous êtes angoissé, donc manipulable. Et donc, pourquoi nous sommes une profession assermentée? Je n'abuserai pas de l'asymétrie fondamentale que j'ai avec le patient. Je vous raconte une anecdote qui permet de comprendre ça, qui est un truc, qui est quelque chose de fondamental en santé. Qui était d'ailleurs l'idée, c'est l'offre qui crée la demande, c'est le médecin qui crée le malade. C'est le médecin qui crée en tout cas l'intervention inutile, la pose des stents coronariens dont vous n'avez pas besoin, et vous voilà grand coronarien, etc. Bon, et vous êtes en plus reconnaissant. On a, avec des collègues, rencontré un ancien Premier ministre de la France. On lui explique notre point de vue. Il nous dit, messieurs les professeurs, je comprends vos valeurs. D'ailleurs, pour l'essentiel, je les partage. Mais la santé est devenue un business mondial. La France est très bien placée sur ce créneau. Qu'on le veuille ou non, qu'on le regrette ou pas, il y aura des hôpitaux 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, comme il y a des hôtels, 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles. La Jet Society arrivera dans ses jets privés et sera transportée en hélicoptère dans les suites des hôpitaux 5 étoiles. J'étais avec mon ami Jean-Paul Vernant, oncologue, qui avait été responsable du plan cancer sous Hollande. Il lui dit, monsieur le Premier ministre, ça existe déjà, ça ne marche pas. L'autre, il dit, ah bon? Et où est-ce que ça existe, dit-il? Et Vernant lui répond, c'est quoi d'autre que l'hôpital américain de Neuilly? Là-dessus, le Premier ministre devient pâle et dit, ah bon, je dois m'y faire opérer dans 15 jours. Là, Vernant, froid, s'il y a bien un endroit où je ne me ferai pas opérer, c'est là. Panique à bord. Voilà mon problème, est-ce que vous n'avez pas un collègue qui pourrait s'occuper de moi? Donc vous êtes Premier ministre de la France et vous croyez que parce que c'est cher, c'est mieux. Comme n'importe qui. Comme vous, si on dit vous téléphonez pour votre fils ou votre petit-fils, vu notre âge moyen ici dans la salle, et on vous dit, bon, le professeur il peut le voir en privé, évidemment c'est 500 €, mais vous savez l'assistant il est vachement bien, il ne fait pas de privé. Qu'est-ce que vous faites? Et putain, je m'en voudrais tellement que pour le petit, je vais emprunter, je vais voir la famille, je m'en voudrais tellement. On va pas lésiner pour ça. Bon. Et voilà. Donc,
la logique de la concurrence en santé ne fait pas baisser les prix, il les fait monter. Donc ça, voilà, mais ça c'est clair et net, d'où les Américains, 17% du PIB. Donc là-dessus, je vais en terminer sur le diagnostic. Donc nous étions donc un système mixte non régulé. Nous voilà maintenant, à partir des années 2000, se tournant vers, soi-disant, la médecine devient industrielle et chaque hôpital doit être géré comme une entreprise. Et puis, d'ailleurs, les cliniques appartiennent de moins en moins à leurs chirurgiens, sont rachetés par des chaînes internationales, et ça se développe à tout va. À tout va. La biologie est passée dans les chaînes internationales à fonds de pension, avec des rachats de leviers, enfin, une financiarisation, quoi, comme n'importe où. Les chaînes chirurgicales, maintenant il y a 4, et toutes les chirurgies sont rachetées par Ramsay, Elsan, Vivalto. La radiologie est en train d'y passer, c'est en cours, et même ces chaînes veulent créer des centres de santé, c'est le cas pour le dentaire, pour la vision, hyper rentable, il y a des scandales avec la Sécu, et même des chaînes pour les consultations sans rendez-vous, etc. Donc on a une logique de privatisation c'est pour ça que quand Macron dit on est d'accord sur le diagnostic, non, on n'est pas d'accord sur le diagnostic, c'est pas vrai. On est d'accord pour dire qu'on ne trouve pas de médecin généraliste, on est d'accord pour dire qu'il y a des déserts médicaux, on est d'accord pour dire que c'est chaotique, ce qu'on voudra, mais on n'est pas d'accord pour faire le diagnostic du mal du système. Alors, pour terminer sur cette partie-là, arrive la crise de 2008, crise financière, qui se traduit en 2010 par une crise économique. Et là, pour tous les pays développés, le dogme va être réduire la dépense publique. Réduire la dépense publique. En un, réduire les dépenses de santé. Comment on fait pour réduire les dépenses de santé? Il y a la ville et l'hôpital. Alors, en ville, je vous ai dit, c'est une négociation de la Sécu avec les syndicats. C'est assez compliqué. L'efficacité est moyenne. Vous réduisez le tarif des consultations. Eh bien, les médecins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réduit le temps de consultation, ils augmentent le nombre. Ah, c'est 25 € la consultation? Ben, ça sera 15 minutes. Et il y avait un jeune généraliste, il avait trouvé ça super, il disait une question, une consultation, 2 questions, 2 consultations. Bon. Ben, en même temps, vous ne pouvez pas leur en vouloir. Si il fait revenir un malade qui a besoin de rien pour renouveler l'ordonnance, parce qu'au moins celui-là, 15 minutes, ça va. Mais le malade, il a attendu 20 minutes en salle d'attente. Bon, si le médecin est bien organisé, il le voit 15 minutes. C'est assez frustrant. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, vous faites une longue ordonnance. Je pense qu'il faut que vous fassiez un écho-Doppler des vaisseaux du cou et des membres inférieurs. On va regarder votre taux de cholestérol. Et je vois que vous êtes sûr, votre thyroïde, il n'y a rien, il faudrait faire une petite échographie thyroïdienne. Revenez me voir dans un mois. Enfin, quand vous rentrez chez vous, dites, qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors, si vous dites, il m'a rien dit, il m'a renouvelé l'ordonnance, votre femme a dit, pourquoi tu vas le voir? Tu dis, non, il m'a demandé des Doppler, il m'a demandé une échographie. Bon, c'est bien. Donc, consultation courte, ordonnance longue. Oui, c'est ça la logique du paiement à l'acte, auquel est attachée la médecine libérale. Et vous ne pouvez pas, si vous êtes là-dedans, dans le paiement à l'acte, vous ne pouvez pas leur en vouloir, parce que les bons, ils vous disent, ben oui, je fais ça, tu as raison, mais ça me permet, quand il y a un malade grave, de le voir pendant 3/4 d'heure. Comment je peux faire? C'est comme ça que les médecins étaient contre que les pharmaciens vaccinent. Vous nous enlevez le pain de la bouche. Le vaccin PIM. Alors, on a été très loin dans cette histoire-là. Vous vous rappelez que quand il y a eu la pandémie, on a payé les médecins à la vaccination, à l'injection. Donc il y a des médecins qui ont fermé leur cabinet pour aller faire du fric en vaccinant. Non pas à la vacation, non pas de 2h à 6h vous vaccinez, mais à l'injection. Donc ils pouvaient faire pour 2 000 € le week-end, 1 000 € en semaine, et donc vous fermez le cabinet. Nicolas Revel, à l'époque, l'ancien directeur de Castex, qui était à l'époque directeur de la CNAM, envoie une lettre au syndicat de médecins généralistes pendant le Covid. Il y avait le site Contact Tracing, où on mettait les contacts. Pour chaque... il écrit au médecin, je vous propose, pour chaque contact que vous rentrez sur le site, 2 €. Si vous remplissez un peu plus de données, 4 €. Donc on ne paye pas à la mission de santé publique, on paye à l'acte. Et on multiplie l'acte de première consultation, l'acte de synthèse,
Bientôt, on dira l'acte de réception pour dire bonjour, l'acte pour examiner au-dessus de la ceinture, l'acte pour examiner au-dessous. Enfin bon, espèce de délire. Hein. Alors, bref, je reviens à 2010. Donc, il faut serrer. La ville, vous ne pouvez pas serrer. Mais l'hôpital, il y a une négociation, vous ne pouvez pas serrer. Et puis, Juppé s'y était essayé, hein, en 96. Il avait dit, si vous dépassez les honoraires en ville, on diminue les honoraires. Il y a eu une grève générale immédiate des médecins, et au moins le RPR de l'époque a conclu, on a perdu les élections à cause de ça. Donc, plus jamais. Plus jamais. Hein. Par contre, l'hôpital, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de négociation. C'est l'État qui gère. Donc, Raoul Brié, commissaire de la Cour des comptes, invente 2 phénomènes de régulation comptable du budget hospitalier. Un, en début d'exercice, on va mettre quelques centaines de millions en réserve. En moyenne, on a mis 400 millions. Et on dit que si l'ONDAM est tenu, on va les rendre. Mais comme l'ONDAM ne sera pas tenu à cause de la ville, on ne les rend pas. Donc, jusqu'en 2018, les 400 millions n'ont jamais été rendus à l'hôpital. Et puis, deuxième méthode, absolument géniale, c'est si l'activité augmente, on baisse les tarifs. On fait un accord volume-prix. Vous augmentez beaucoup, je ne sais pas quoi, les opérations de la hanche, on vous baisse les tarifs de la hanche. Donc, en 10 ans, on a baissé de 7% les tarifs. Alors, que fait un directeur d'hôpital face à une telle situation? S'il est à l'équilibre financier, il sait que s'il reste comme il est, comme activité, il coule. Donc, chaque année, l'Assemblée nationale, depuis 2010, vote la mise en faillite de, en gros, la moitié des hôpitaux. Enfin, la mise en défaut, déséquilibre financier. Alors, le directeur, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de gratter tout ce qu'il peut gratter d'inutile. Ensuite, il réduit les investissements. Donc, on a réduit de 40% les investissements. Ensuite, on obère l'avenir. J'oublie de dire qu'en passage, l'hôpital entreprise, on avait dit que désormais, les hôpitaux pourraient emprunter sur les marchés financiers. Ce qu'ils ont fait, donc ils payent une dette, certains ont eu des prêts toxiques, etc. D'où l'idée du gouvernement de dire je rembourse une partie de la dette des hôpitaux. Mais c'est les gouvernements qui ont demandé pourquoi une partie. C'est les gouvernements qui ont obligé les hôpitaux à s'endetter sur les marchés financiers. Et puis qu'est-ce qu'il fait? 60% des dépenses d'un hôpital, c'est la masse salariale. Donc il n'a qu'une solution au bout d'un moment, c'est augmenter l'activité, plus exactement augmenter la facture qu'on envoie à la sécurité sociale, par l'intermédiaire d'un codage, qui est la rédaction de la facture, sans augmenter le personnel. Donc chaque directeur nous demande d'augmenter au moins de 2 à 3% par an l'activité, et on reçoit chaque année de combien, monsieur le professeur, comptez-vous augmenter l'activité de votre service? Demandez ça à un médecin, c'est dingue. Moi, je ne vise pas à augmenter l'activité, je ne vise pas à ce qu'il y ait plus de malades, au contraire, je vise même à la diminuer. Sauf une épidémie, sauf un machin, enfin bon, ou un truc qui ferme, une nouvelle activité, mais autrement. Donc, il faut augmenter l'activité et pas augmenter le personnel. C'est ce qu'on va faire. Donc, on augmente de 15% l'activité sans augmenter le personnel soignant. Et sans augmenter les salaires, puisque c'est la masse salariale dont il s'agit. Donc, la France va être en 27e position pour le salaire moyen des infirmières par rapport au salaire moyen du pays sur 32 pays de l'OCDE. Avant le Ségur, nous sommes en 27e position. C'est-à-dire que si vous êtes infirmière française, près de la frontière belge, près de la frontière suisse, près de la frontière allemande, là, vous foutez le camp chaque jour pour aller travailler en face. Donc vous vous dites à un moment, cette histoire est folle. Ça ne peut pas tenir. C'est l'écureuil sur sa roue. Ça, à un moment donné, il va s'épuiser, il va tomber. C'est arrivé. C'est arrivé en 2017. En 2017, à ce petit jeu-là, l'activité des hôpitaux d'hospitalisation diminue. Que dit Marisol Touraine? Tout ça, c'est un problème d'informatique. L'AP a eu un bug informatique, donc c'est faux. Ça continue comme ils avaient avant. Donc elle baisse les tarifs de 0,9% après avoir baissé de 1%. L'année d'avant. Arrive 2018, Agnès Buzyn.
André, je suis d'accord avec vous, l'hôpital-entreprise, c'est une catastrophe, il faut sortir de tout ça. Grande interview dans Libération. On déjeune avec elle. Elle est, si j'étais encore à l'hôpital, je signerais votre texte. Bon, on dit c'est gagné. Patatrac, arrive la tarification. L'activité baisse encore, donc c'était pas un bug, c'était une tendance. Et Édouard Philippe, c'est-à-dire Bercy, décide de baisser de 0,5% les tarifs. On gueule, on hurle, on envoie des lettres. Elle me téléphone un samedi matin. André, c'est pas la peine de continuer, ça ne changera pas. Donc on baisse de 0,5 alors que l'activité baisse. En 2019, éclate la crise. Les hôpitaux sont dans la rue, grande manifestation. Alors qu'on a fait voter à l'Assemblée nationale la majorité sur une augmentation de l'ONDAM de 2,1%, en catastrophe, le Premier ministre, Agnès Buzyn se réunissent, font un plan d'urgence, le président de la République annonce « nous allons prendre des décisions majeures, profondes », et ils envoient une rallonge budgétaire. Les députés qui avaient voté une première fois votent la deuxième fois sans aucun problème. Et là, j'ai compris que notre Agnès Buzyn n'est plus un médecin, mais devenue, enfin, elle veut rentrer dans la cour des grands de la politique. Elle a cette phrase merveilleuse, nous augmentons les tarifs de 0,2%, c'est une première historique. Après avoir baissé l'année d'avant de 0,5%. Donc on rentre dans la com politique, dans laquelle elle va comme vous savez, se brûler les ailes et échouer lamentablement. Elle croyait qu'elle pouvait rentrer dans la cour de Lyon, elle s'est fait bouffer. Voilà le diagnostic. On peut discuter, si vous voulez, du diagnostic, après on discute. Donc notre maladie vient de loin, hein, mais avec des étapes. Alors je vous en prie. On avait dit que les 35 heures avaient désorganisé l'hôpital. Très bien, bonne question. Est-ce qu'il y a une autre question? Je la note, c'est la 35 heures, oui. Est-ce que vous avez autre chose? Ouais, c'est très bon. Pourquoi avoir attendu, pourquoi s'être rendu compte au bout de 40 ans seulement? Parce que, effectivement, la crise de 2008-2010 a fini, c'était le dernier clou dans le cercueil, mais le problème était déjà latent, puisque vous expliquez que ça commence dans les années 70. Pourquoi s'en est rendu compte aussi tardivement? Le numerus clausus, vous parlez? Le numerus clausus, la réduction des coûts, la logique de contrainte étatique, quoi. La logique de contraindre le système. Un procès des 30 glorieux, il y a cette. Parce que. Enfin, je vais répondre, oui, d'accord, la contrainte étatique maintenue. Vous avez raison, parce que là. Je vais répondre un peu et puis je vous réponds tout de suite. Les autres pays européens ont eu la même logique de régulier. Mais à partir de 2015, on levait le pied. La France a continué. Hein. Alors, la France, parce qu'il y a ce dogme des dépenses de santé, puis notre système mixte est un système unique. Hein. Nous avons, je ne sais pas assez souligné, nous avons des frais de gestion du système de santé qui nous passent en deuxième position de l'OCDE, juste derrière les USA. Nous dépensons 2 fois plus pour la gestion du système de santé que la moyenne de l'OCDE. Donc pour les infirmières, on était en 27e position. Pour les frais de gestion, pourquoi? Parce qu'on a un système mixte et on est les seuls à avoir ce système. Où, pour le même soin, vous avez la gestion Sécu et la gestion mutuelle. Pour le même soin. Donc, frais de gestion des mutuelles. Quand je dis des mutuelles, il faut dire Institut de prévoyance et compagnie d'assurance privée. Hein, lesquels frais de gestion, 7,6 milliards. Ils remboursent 13% des soins. Frais de gestion de la Sécu, 6,9 milliards, moins. Ils remboursent 80% des soins. Alors, on a un truc délirant, on dépense 18 milliards de frais de gestion. Parce qu'il y a toutes les agences de l'État, etc. C'est ça qui avait amené Fillon à dire il faut séparer les gestions. Donc il ne faut pas que le même soin soit remboursé par 2 organismes. Donc il avait dit le petit risque va être pour les mutuelles, 30 milliards, et le gros risque pour la Sécu. Bon, ce truc-là casse la solidarité très vite. C'est-à-dire que les bien portants disent j'en ai marre de payer pour la solidarité pour la Sécu, alors qu'elle ne me rembourse rien. Donc là, vous cassez. Donc, Tollé, j'étais en contact avec Juppé à l'époque, ça a dû 1 minute dans leur débat dans la primaire de la droite. 1 minute. Où Juppé a dit vous voulez casser la Sécu, l'autre a rétro-pédalé, et bon.
c'est un débat fondamental qu'on n'a toujours pas réglé, que Véran a ressorti, à mon avis, parce que poisson pilote envoyé par Macron, quand il a dit grande sécu. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la grande sécu, je demande au comité de l'avenir de la sécurité sociale, le HCAM, le Haut Comité d'assurance maladie, de faire des projections sur ce que pourrait être. Et Macron a conclu, il n'y aura pas de sécu cathédrale. Parce que tous les lobbies sont montés au créneau. Hein. Les mutuelles et les assurances privées, c'est les lobbies. Là, vous avez les syndicats, qui ont les instituts de prévoyance, la gauche, qui est dans les mutuelles, et la droite, qui a les compagnies d'assurance. Le frère Sarkozy, etc. Bon, donc là, vous avez immédiatement tous les créneaux sont montés. Le Carvazoué en tête, et donc ça coûte que 7 milliards d'œuvres de frais de gestion inutiles. J'avais vu Pierre-Louis Bras, le président du corps, avant, il me dit il va foutre sur les retraites le pays à feu et à sang. Il y a 7 milliards de rentes pour les mutuelles, auxquelles personne ne touche. Et donc, et même mieux, Thierry Baudet, instituteur, devient secrétaire général de la MGEM. Moi, j'ai visité son bureau, c'était impressionnant, à côté de la tour Montparnasse, à 100 mètres carrés qui plonge tout Paris. Je pense que le même président de la République doit être jaloux. Devenu président de l'UNOCAM, l'ensemble des assurances privées, qu'on a instauré pour faire pendant à l'INCAM, c'est-à-dire pendant la Sécu, devenu président du CESE. Donc, belle carrière, tout ça, et d'ailleurs très soudé par la franc-maçonnerie par ailleurs. 35 heures. Alors, 35 heures, au fond, mesure progressiste, sociale, diminution de temps de travail, d'autant que le travail s'intensifie dans les hôpitaux. Les gens ne restent plus un mois comme avant, les malades sont plus lourds, il y a une technicité qui augmente, bon, très bien. Donc on peut dire que c'est un progrès. Seulement, si vous faites ça, il faut le penser avec l'intérêt du soin, de la continuité du soin. Or, c'est pas du tout comme ça qu'on va le faire, on va le faire comme dans une entreprise. Le malade, on s'en fout. Comment on peut faire avec 35 heures et ne pas augmenter la masse salariale ? Un, vous bloquez les salaires. Deux, vous allez diminuer tous les temps qu'on peut diminuer. Le temps entre les trois équipes qui s'échangent, qui font le tour de tous les malades ensemble. Hein. Au lit numéro 3, il y a monsieur machin, il y a ça, etc. Fini. Tout sera sur ordinateur, plus besoin. Et puis il y a des services qui un jour ont une infirmière en trop, et il y a des services qui en ont deux en moins. Et bien celle du 5e peut descendre au 3e. Mais elle n'y connaît rien au 3e, c'est de la cardio, elle fait du diabète. C'est pas grave, elle est infirmière. Bon, donc, enfin, on va créer des pôles. Dans les pôles, c'est plus une équipe. Moi, je fais la visite au 5e étage, arrive la surveillante qui ne voit plus les malades, qui est en train de faire le planning. Et elle connaît que l'ordinateur maintenant, la surveillante. Il n'y a plus le cadre de santé. Hein, celle qui était les piliers de service, qui créait la tradition, on fonctionne comme ça n'existe plus. D'ailleurs, ils regardent comment, il y a 3 là, il faut que je téléphone pour en trouver une. Alors, elle arrive, la cadre, quand écoute, machin, au 3e, il manque quelqu'un, tu peux descendre. Et donc, il arrête de voir avec nous les malades. Et quand je dis à celle qui m'a succédé comme chef de service, tu réunis le service, de temps en temps, elle me dit, mais c'est qui le service ? Donc, on a créé des pôles de gestion. Bachelot, dans la loi Bachelot, avait supprimé le mot service. Des structures. Et il y a encore des abrutis qui ne savent pas qu'ils sont dans un pôle. Bon. Alors maintenant. Donc, les 35 heures créées dans ces conditions-là fait que l'infirmière, elle voit un malade un jour, 2 jours. Le malade, il voit 3 personnes. Parce que je suis là, mais je ne serai pas là après-demain. Je ne suis pas là, je reviens. Là, j'ai mes RTT. Bon, ça devient un bazar. Alors, on passe un temps à discuter les RTT. Alors, en plus, quand vous êtes dans les grandes villes comme Paris, vous habitez, quand vous êtes infirmière, à 1h30 ou à 2h. Donc, moins vous venez à l'hôpital, mieux c'est quand même, dans les transports. Donc, vous dites, moi, je suis pour la journée de 12 heures. Puis, si vous êtes jeune et que vous n'avez pas d'enfant, vous dites, bah, attendez, avec mon salaire, je ne m'en sors pas. Donc, vous allez faire des piges. Donc, moi, j'ai vu des infirmières qui disaient, bah, là, j'ai fait mes 35 heures, et puis je vais faire des piges dans les cliniques. Ah, j'ai doublé mon salaire ce mois-ci. Donc la diminution de temps de travail, c'est entraîner une augmentation du temps de travail. Et puis l'infirmière a dit, moi j'étais près de Dijon, dans une maison d'hôtes, puis il y avait une dame qui servait le matin, sympathique, je discutais avec elle, je dis, je suis infirmière. Ah bon ?
Oui, je suis infirmière en réanimation pédiatrique à Dijon. Ah bon? Oui, puis je viens, j'aide mon mari, etc. Et bon, c'est foutu, quoi. Son métier, ce sera, bon, au plus vite de faire ses 12 heures, puis de venir dans la maison d'hôte. Bon. Donc, voilà, les 35 heures, si c'est appliqué dans une logique néolibérale d'entreprise, ça a aggravé les choses. Si c'était appliqué du genre que j'ai vu appliquer, on ne change pas les 39 heures. Simplement, les infirmières, elles ont beaucoup d'enfants. Elles seraient contentes d'avoir des congés en plus pour garder leurs propres enfants à Noël, à Pâques, etc. Donc on répartit sur l'année, puis selon les personnes, ceux qui veulent faire plus, et puis on ne serre pas les heures supplémentaires. Donc on a serré les heures supplémentaires, on a diminué les salaires, bon, enfin bref, et on a cassé les conditions de travail. Donc les 35 heures, c'est une mesure de gauche qui a accéléré les mesures de droite. Mais il y en a beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de mesures comme ça. Quand vous prenez une mesure individuelle qui n'est pas une politique, bah, vous aboutissez à peu près à l'inverse que vous souhaitez. Je vous donne un exemple. On va dire, Alsace-Moselle, c'est quand même pas mal, la mutuelle. Permettons à la Sécu de créer une mutuelle. La mutuelle Sécu, au fond, c'est ce qui se passe avec la CMU. Et 95% des CMU choisissent la Sécu comme mutuelle. Très bien. Pour que ce soit possible, dans le contexte européen, il faut rendre les mutuelles obligatoires. Pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Donc la mutuelle devient obligatoire. C'est ce qu'a fait, entre parenthèses, Hollande avec l'ANI, la mutuelle obligatoire d'entreprise, qui est déjà, je vous ai dit, une rupture dans la solidarité. Alors à ce moment-là, on a les mutuelles qui deviennent des sociétés d'intérêt général, sociétés économiques d'intérêt général, selon la terminologie européenne. Et puisque la Sécu crée sa mutuelle, pourquoi les mutuelles ne pourraient pas gérer, comme la MGN, la Sécu? Il n'y aura plus qu'un gestionnaire. Donc vous êtes content. Assurance maladie obligatoire, assurance complémentaire, un seul gestionnaire. Ben, vous en avez 200 ou 100, je ne sais pas. Ben, vous les mettez en concurrence. Vous avez le système suisse. Vous avez réglé le compte de la Sécu avec une mesure de gauche. C'est génial. Vous avez mis la Sécu en concurrence avec les mutuelles qui gèrent elles-mêmes le panier de base. Au fond, vous avez fait un pas vers les USA. Et initialement, vous l'avez vendu comme une mesure de gauche. La Sécu va pouvoir créer sa mutuelle. Bon, donc, il y a plein de choses comme ça qui sont... Ou bien vous avez une vision globale qui est... Alors, bon, on va arrêter parce qu'il faut peut-être parler de comment sortir, on est en train de ce système. Donc vous êtes sur les 35 heures, voilà, je ne sais pas si ça répond, mais vous voyez le cadre. Les 35 heures ont aggravé les choses, bien qu'elles étaient légitimes et qu'une mesure progressiste sans discussion. D'ailleurs, personne ne reviendra dessus. Hein. Oui. Sur la médecine de ville, ouais. Vous l'avez dit tout à l'heure, grande difficulté parce qu'il fallait négocier, etc. Donc on a tapé sur l'hôpital public plutôt que sur la médecine publique. Il n'empêche que le problème de la médecine de ville, il existe. Ah ouais. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont été plus courageux que la France? Alors, on rentre dans le sujet de la deuxième partie qui est quelles sont les solutions, ce que vous dites. Je vais prendre en répondant à votre question. Il faut toujours partir, contrairement à ce qu'on a fait pour la ça, il faut partir de ce sont les besoins de santé, les pratiques médicales pour y répondre. Et pour voir qu'est-ce qui s'adapte ou pas. Ce que je vous ai dit, la T2A, au fond, elle est adaptée à la chirurgie ambulatoire. Mais elle n'est pas adaptée du tout à la maladie chronique. Mais nous, on réussit l'exploit de mettre les soins palliatifs à la T2A. La fin de vie en T2A. Au début, pas rentable, devenu rentable. Je fais une discussion comme ça pour rappeler. Quand il y a eu la T2A, on fait rentrer les soins palliatifs. Leonetti, le député Leonetti, les soins palliatifs, dit à Madame Aoustin, la directrice qui s'occupe des tarifs, dans une commission pardon, c'est dans les journaux officiels, des comptes rendus de l'Assemblée nationale. Madame la directrice, je ne comprends pas votre système. Quand le malade arrive et meurt avant minuit, l'hôpital touche 800 €. S'il passe le cap de minuit, il touche 8 000 €. Mais au bout de 15 jours, il touche toujours 8 000 €. Donc je connais des centres de soins palliatifs, dit-il, qui font sortir fictivement le mourant pour le reprendre, pour pouvoir faire 2 séjours au lieu d'un. Ne pensez-vous pas, Madame la directrice, qu'un prix de journée serait plus adapté? Ah oui,
C'est des soins contre la douleur, des soins de confort, une présence humaine. Prix de journée, ça paraît logique. Elle a cette réponse merveilleuse. Monsieur le député, ce n'est pas possible. Ça remettrait en cause le principe de tarification. Donc la tarification est devenue un principe, un totem. Donc voilà, c'est dans les journaux de la République. Donc évidemment, la réponse, elle est, il faut payer en fonction de ce qu'est l'activité. Le prix de journée pour les soins palliatifs. La T2A pour la chirurgie ambulatoire standardisée. Vous avez programmé, standard, le canal carpien, ça vaut tant, une séance de dialyse, ça vaut tant. Un budget global, évolutif d'une année sur l'autre, pour les maladies chroniques, dont la psychiatrie, etc. Hein. Les missions d'enseignement ou de santé publique, c'est des missions, donc c'est un forfait, pour une mission précise. Bon. Donc il y a 4 moyens de payer, il faut utiliser les 4. Et aujourd'hui, l'informatique, elle peut permettre ça. Bon, c'est plus intelligent. Alors, vous parlez quels sont les systèmes de santé qui ont pu... c'est les systèmes intégrés. Intégration ville-hôpital. Alors, typiquement, comme toujours, les USA, c'est le pire des systèmes, mais où il y a des expériences parmi les meilleures. Et où il y a des analyses les meilleures. Parce qu'ils ont une démarche, pas comme nous, mais largement scientifique. Donc, le système des vétérans, qui a été très réformé aux USA, c'est un système ville-hôpital, mais qui ne concerne que les vétérans, c'est-à-dire anciens soldats, est un bon système, avec des données informatiques qui permettent de gestion de la ville et de l'hôpital. En Pays Basque espagnol, c'est un système également qui est largement intégré. Le Portugal, de ce point de vue-là, pas si mal non plus. Donc, voilà, alors, le système anglais, lui, il est très sous contrainte budgétaire. Donc chaque Premier ministre anglais doit promettre, rappelez-vous le Brexit, ils ont promis que l'argent qu'ils allaient récupérer, ils le mettraient dans le NHS. Hein, parce qu'ils dépensent 9% des dépenses du PIB, donc ils doivent justifier pourquoi ils ne dépensent pas assez. Et tous, même Boris Johnson, même les conservateurs, ils doivent justifier qu'ils vont dépenser plus. Hein. Donc c'est un système intégré, le bon système. Mais en France, on a maintenant un système désintégré. Ce qui était notre force, système mixte, est devenu notre faiblesse terrible. Parce que ça ne répond pas aux maladies chroniques, ville-hôpital. Ça ne répond pas aux urgences, ville-hôpital. Ça ne répond pas aux inégalités sociales de santé. Ça ne répond pas à la santé publique. Ça répond à les actes programmés techniques. Bon. Hein, ou la maladie bénigne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça, les grands sujets, les grands défis, ce n'est pas ça. Alors, les réponses, les solutions, rapidement, parce que je suis bavard. Premièrement, je vais prendre à rebrousse-poil, mais je ne sais pas si vous êtes de gauche, de droite ou ailleurs, mais face à un public de gauche, je prendrai à rebrousse-poil en disant, premièrement, il faut faire des économies. Parce qu'il y a un discours qui ne remet pas en cause du tout le fait qu'on dépense 11 à 12% du PIB. Alors, il faut se méfier des chiffres. Hein. Quand on dit 11 à 12%, on est 3e, 4e avec l'Allemagne. Selon les années, on est 3e, 4e. Il y a avant les USA, derrière la Suisse, puis que adorent les libéraux. La Suisse, c'est le modèle de Verdier-Molinier, Co. Hein. Et la France, 3e, 4e. Donc, il faut se méfier des chiffres parce que c'est un pourcentage du PIB, mais tout dépend de votre PIB. Après, il faut regarder en dollars ou en euros par habitant combien vous dépensez. Il faut avoir les deux. PIB, ça donne une idée de quel a été le choix du pays pour répartir sa richesse. Puis l'autre, c'est en valeur absolue, qu'est-ce qu'on dépense. Alors, en valeur absolue, on est 11e. On n'est pas 3e. Les Allemands qui dépensent comme nous en pourcentage du PIB dépensent 20% de plus que nous en euros par habitant pour la santé. Hein. Donc voilà, il faut aussi arrêter. En gros, on dépense comme les pays riches, le Canada, la Belgique, l'Autriche, l'Allemagne. Bon, on est dans un mouchoir de poche. Il y a beaucoup moins l'Angleterre, beaucoup plus la Suisse et encore plus les USA. Bon. Alors, néanmoins, où sont les rentes, les gaspillages? Alors, il y a le débat qui vient d'être ouvert sur les fraudes sociales. Bon. Les fraudes sociales, ça existe, mais en gros, c'est essentiellement les fraudes au travail au noir et les fraudes des professionnels. Les dentistes qui surfacturent et les hôpitaux qui ont compris qu'il faut facturer un maximum. Alors, on appelle ça dans les hôpitaux, on a un joli euphémisme, il faut optimiser le codage.
Optimiser le codage, ça veut dire augmenter la facture à la Sécu. Bon, comme la Sécu n'est pas folle, elle sait ça, donc elle fait des contrôles. Donc vous avez une logique folle, bureaucratique, à la fois de marchandisation d'un côté et de bureaucratisation. Moi, par exemple, j'ai développé les hôpitaux de jour. Et je me fais féliciter par le directeur publiquement. La diabétologie a augmenté. Je dis, oh là, les enfants, on a été trop loin. Bon. Les malades qui ont des plaies des pieds diabétiques, on progrès, avant ils étaient hospitalisés, maintenant on les fait venir la journée, mais ils voyaient un diabétologue, un podologue, une infirmière, bon, mais ça faisait la matinée. On facturait ça une journée. On vole un peu la sécu, mais autrement je le facture une consultation. 50 €. Alors là, j'ai le choix entre voler l'hôpital ou voler la sécu. Ah ben, on va choisir de voler la sécu, bon, pour garder nos infirmières. Donc on choisit de voler la sécu. Alors, la Sécu s'en aperçoit un jour. Alors, elle dit, voilà, faites voir les dossiers, vous exagérez. Alors, celle qui m'a succédé, on sort 300 dossiers. Alors, elle fait des films des plaies des pieds. Elle voit le médecin conseil. Alors, lui, il est perplexe, parce qu'il voit ça, il dit, ah ouais. Et alors, il a une question géniale. Il dit, est-ce que vous faites une IRM? Réponse, non. Oh, c'est dommage. Parce qu'autrement, je cochais la case et c'était bon pour vous. Donc, il y a combien de collègues qui font des IRM inutiles pour cocher la case? Un collègue de Nantes, tous les opérés de l'hypophyse, ils ont droit à leur IRM de bilan, parce que comme ça, c'est l'hôpital de jour, on coche. Bon, là, voilà, c'est un exemple pour montrer l'espèce de... Alors, il y a ce que j'ai dit, la grande sécu. On peut économiser 7 milliards. Il y a... toutes ces prescriptions inutiles, injustifiées, estimées à 20 à 30% à chaque fois qu'il y a des sondages. Il n'y a pas d'études qui prouvent, mais il y a des études qui montrent la disparité inexplicable. C'est-à-dire, le taux de prostatectomie dépend du taux d'urologue. Alors, vous pouvez dire, c'est peut-être parce que certains n'en mettent pas assez. Peut-être parce que d'autres en mettent trop. Bon. Quand il y a eu la T2A, d'ailleurs, les prostatectomies à l'hôpital ont monté d'un coup. Les thyroïdes, on enlève les thyroïdes, on respecte. Il y a eu un papier qui était fait très bien, publié dans le British Medical Journal, par une collègue de la Sécu, qui montrait que la ponction n'était faite des nodules qu'une fois sur 3. Donc 2 fois sur 3, on ne respectait pas les recommandations. Vous avez un nodule, ça peut être un cancer, on opère. Bon, etc. Donc 20 à 30% dans tous les sondages disent ça, mais il n'y a aucune politique sur la pertinence des soins. En France, on fout des stents à tout va. Pas en Angleterre. Maintenant, il y a des études qui sont sorties montraient que quand il n'y a pas de symptômes, aucun bénéfice. Mais allez à l'américain, vous ferez un test d'effort et vous sortirez bien avec quelques stents et de l'aspirine à vie. Donc, mais il n'y a pas de politique sur ça. Agnès Buzyn en parlait, rien n'est fait. Enfin, la HAS met des recommandations, enfin, rien n'est fait pour une vraie politique avec les professionnels. Il ne s'agit pas d'arriver et dire que c'est comme ça. Et puis, il ne s'agit pas de penser qu'on peut la supprimer, il s'agit de réduire. Il y a l'industrie. Alors, l'industrie pharmaceutique a réussi un exploit incroyable. Au tournant des années 90, ils ont trouvé que le prix d'un médicament, c'est pas le prix de la recherche et développement plus un profit raisonnable pour les actionnaires. Et le prix de production. Hein, la production, recherche-développement, on va négocier le prix. Ils ont trouvé que le prix doit être calculé en fonction du service médical rendu. Alors, quand c'est un médicament pour l'Alzheimer, ou qui vous fait gagner 3 jours de survie dans un cancer, ils disent, bon... Alors, les Anglais, qui ont poussé ça à fond, c'est le pragmatisme anglais, on dit, on calcule le prix d'une année de vie en bonne santé, 30 000 €. Si le médicament vaut plus cher, pour une demi-année de vie, c'est 15 000, pour 2 années, 60 000. Si le médicament vaut plus cher, on ne paye pas. Donc, en France, pour l'Alzheimer, le médicament pas très utile, on dit, ouais, mais s'il n'y a pas de médicament, on ne sera pas considéré comme une maladie, donc il faut qu'il y ait un médicament pour qu'il puisse y avoir l'orthophoniste, la kiné, etc. Donc, on prescrit. Et puis, aux USA, on négocie les prix entre les assurances privées, etc. Chaque système.
Alors, lorsqu'est arrivé des médicaments très efficaces, le premier, ça a été le Solvadi pour l'hépatite C. Voilà un médicament antiviral qui guérit l'hépatite C. Plus de cirrhose, plus de cancer du foie, plus de greffe du foie. Et je vous fais gagner énormément d'argent. Il coûte moins de 200 € à produire. Je vous le vends 41 000 le traitement. 200 €, 41 000. Aux USA, 91 000. En Égypte, où il y a beaucoup d'hépatite C, 700 €. Le laboratoire regarde l'acceptation à payer d'un État et fait comme ça. Donc ça, c'est génial. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le vaccin. Les labos ont imposé, la recherche a été faite, comme pour le Solvadi, recherche à l'université publique, start-up par les chercheurs, donc il faudrait déjà avoir un contrat avec les chercheurs publics pour qu'ils ne puissent pas avoir, ils peuvent, s'ils font une grande découverte, être récompensés, mais pas une start-up à coup de milliards. Hein. Gilead avait racheté la start-up pour le Solvadi, 12 milliards. C'est ce que les labos appellent faire de la recherche. Ils achètent une start-up. Et après, ils disent, il faut que je me rentabilise. Et en plus, comme je guéris le malade, il n'est pas à vie. Ce n'est pas un marché infini. Donc ça coûte très cher. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne font pas de recherche sur les antibiotiques. Imaginez les antibiotiques nouveaux. Vous trouvez un antibiotique nouveau. Il ne faut pas l'utiliser. Il faut utiliser les anciens d'abord. Autrement, vous allez créer des résistances. Et puis avec un antibiotique, vous guérissez le malade. C'est pas rentable. Un diabétique, 450 millions dans le monde. Vous ne le guérissez pas. Ah, ça, c'est génial. Ça, c'est un truc génial. Vous avez un marché fantastique. Donc les prix vont devenir, n'ont plus rien à voir avec le coût de la recherche, de la production. C'est vrai que ce sont des prix de rapport de force avec les États, avec une négociation secrète. Donc quand je dis le Solvadi était 41 000, le mec en face dit non, ça tu te trompes André, c'est ce qu'on a affiché. Mais derrière, il y a une négociation secrète avec la Sécu que je ne connais pas. Donc le prix devait être plutôt 31 000. Parce qu'aux USA, on négocie avec les assurances privées, qui font des rabais, mais il y a le prix facial pour tous ceux qui n'ont pas d'assurance. Et puis quand on va négocier avec je ne sais pas quel petit pays, on dit là en France, c'est 41 000. Ah, je pense qu'en Allemagne, pareil, ils négocient sous table, enfin bon. Donc ceux qui sont les maîtres du machin... Quand on a découvert l'insuline, les deux Canadiens, en 1921, ils ont, pour $1, donné leur brevet à l'Université de Toronto. Ils pensaient que c'était un bien public mondial. Vous voyez, en un siècle, ce qu'on a fait. Hein, le vaccin, et Pfizer n'a rien cherché pour le vaccin. C'est BioNTech qui a cherché. Ils ont racheté BioNTech. La recherche a été publique, et ensuite ils font payer à des prix maximum, en mettant en concurrence l'Europe, avec et tout ça dans le secret. Et vous vous rappelez qu'on l'a su, parce qu'une commissaire belge un peu naïve avait mis ça sur son ordinateur pendant quelques heures. Ben, les Israéliens ont été plus malins, c'était plus cher, bon, enfin bref. Enfin, un scandale, quoi. Un scandale. Avec l'époque, si les Africains ne sont pas vaccinés, le vaccin circule, le virus circule, mute et revient éventuellement beaucoup plus agressif. Donc voilà, il y a les sources d'abord d'économie, dont la fraude fait partie, mais ne pas parler du reste, c'est une rigolade, quoi. On va les traquer. Bon. Alors après, l'idée, c'est... les modes de financement doivent utiliser l'ensemble des modes de financement. Le paiement à l'acte est inadapté à la maladie chronique, en ville comme à l'hôpital. La T2A comme le paiement à l'acte. Il faut passer au forfait annuel, capitation, il y a un cahier des charges, vous avez un diabétique qui n'est pas compliqué, et ben voilà, ça vous coûtera tant par an, mais vous avez ça à faire. Et bon, alors évidemment, il y a un des points très importants pour piloter un système de santé, c'est quand même avoir les bases de données. FAB. Or, on a comme base de données le PMSI de l'hôpital, mais qui ne donne pas tout, qui dit si vous avez été opéré, quel a été le diagnostic, mais qui ne dit pas si vous êtes fumeur ou pas, qui ne dit pas le niveau de cholestérol. On a ce que la Sécu a remboursé, mais on n'a rien pour la ville. Donc on sait combien de gens prennent des statines, mais on ne connaît pas leur taux de cholestérol. On ne connaît pas leur risque vasculaire.
Donc on manque, et la médecine libérale est à fond contre. La médecine libérale ne veut absolument pas qu'on connaisse les données, au nom de la défense du secret, du malade, du machin, du truc. Donc on reste avec des... Alors la Sécu fait quand même chaque année un gros dossier qui est très intéressant, qui est une avancée, mais qui n'est pas suffisant pour... c'est un des points forts auxquels il faudrait avancer pour pouvoir piloter le système. Ensuite, la médecine moderne se fait en équipe pluriprofessionnelle. Avec infirmières, avec assistants médicaux, avec psychologues, avec le pharmacien. Bon, donc le cabinet seul dans son cabinet, ce qui reste majoritaire, c'est pas adapté à la maladie chronique. Donc c'est les maisons de santé, les centres de santé qui sont la réponse. Et pour les déserts médicaux, c'est pas la médecine libérale qui va répondre. Tout le monde se dit on va obliger les médecins libéraux à aller. C'est de la blague. Mais en plus je les comprends. J'ai discuté avec François Crémieux, le directeur qui est maintenant le directeur des hôpitaux de Marseille, qui était avant directeur à Bichat. À Marseille, le taux moyen des médecins généralistes est plus élevé que la moyenne de la France. Il y a du soleil, bon. Simplement, les médecins sont dans les quartiers sud et les déserts médicaux sont dans les quartiers nord. Pourquoi vous allez obliger un médecin, un jeune médecin, à aller s'installer dans le quartier nord? Oui, c'est pas son milieu culturel, il n'y a rien, pas adapté pour ses enfants, pas ci, pas ça, il n'ira pas. Bon, alors on va le contraindre. Oui, mais c'est un libéral, c'est pas un enseignant. Donc ce qu'il faut faire, c'est pareil, c'est le rôle de l'État. De créer un centre public, ce que font les hôpitaux de Marseille, lié à l'hôpital, dans lequel des collègues peuvent aller passer des consultations avancées, dans lequel des jeunes médecins disent je débute ma carrière, puis ensuite je continuerai comme praticien hospitalier à l'hôpital, dans lequel il y aura des infirmières, il y aura des médiatrices de santé, et vous pouvez faire une nouvelle médecine qui est une médecine communautaire qui se fait avec des associations de patients, avec des représentants de la communauté, et un qui a fait ça de manière merveilleuse, c'est comment ça s'appelle, Didier Ménard dans le 93 aux francs, comment ça s'appelle, les francs, bon, qu'importe. Les francs bourgeois. Non, pas les francs bourgeois, justement. Les francs voisins. Avec un truc enthousiasmant, où les jeunes internes veulent venir, où ils manquent pas, où ils sont les médecins reconnus par la communauté, avec des médiateurs et des médiatrices. Bon, donc, quand le ministre vous dit qu'il faut se vacciner, mais le ministre nous a menti sur les masques, puis bon, je connais ce ministre, mais Didier, mon médecin, de la place publique, où on est avec lui en permanence, bon, lui, il n'a pas eu de problème. Déjà pour le sida, il est hyper connu par tout le monde. Donc, vous créez une autre médecine avec les acteurs sociaux. C'est une médecine psychosociale, culturelle, dans laquelle, y compris, vous avez un certain enthousiasme à travailler, à condition qu'on vous donne les moyens, que vous ne soyez pas seul. Si vous êtes seul dans votre cabinet, maintenant, vous tremblez, vous dites, je ne peux rien régler comme problème. Je fais ma prescription et je me tire au plus vite. Bon. Vous savez que là, il faut une équipe pour gérer ça. Et la catastrophe, c'est les tom-toms. Dans la crise du Covid, Renaud Piarou, qui est agrégé à la Pitié, épidémiologiste, était le médecin qui a montré que le choléra à Haïti avait été emporté par les casques bleus. Il a eu à se battre contre toute la hiérarchie de l'ONU jusqu'à que la preuve soit tellement faite qu'ils se sont excusés, indemnisés, etc. Et ils ont réglé cette épidémie de choléra qui n'était pas du tout endémique, mais apportée par les casques bleus, avec des défauts d'hygiène, etc. Quand il y a eu le Covid à Paris, il a voulu, en gros, avec la même idée. Face à une épidémie, la stratégie, il n'y en a qu'une, c'est tester, tracer, isoler. Ce que répétait l'OMS. Tester, tracer, isoler. Il faut le faire efficacement. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'isoler dans le 93. Petit appartement, première ligne, qu'est-ce que ça veut dire quoi s'isoler? Donc, il met en place des équipes mobiles, avec des volontaires, soit soignants ou étudiants, soit acteurs sociaux, volontaires formés. 2-3 jours de formation, y compris des stewards, des hôtesses de l'air. Il obtient l'accord de la mairie de Paris, l'accord de la région, de Valérie Pécresse, l'accord des hôtels, qui disent si les gens ne peuvent pas s'isoler, on peut les isoler gratuitement dans l'hôtel pendant 7 jours. La Sofco qui dit nous on va apporter les plateaux repas. Il obtient tout.
Et il envoie le rapport à un dénommé Castex, qui était chargé de préparer le déconfinement. Le déconfinement. Alors, monte au créneau l'administration. C'est quoi ces bénévoles? Ça n'existe pas ça en France, là. Des bénévoles qui vont voir aider les gens, etc. Les médecins libéraux, les syndicats, qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est notre domaine. On ne veut pas que des hospitaliers... Alors, il y avait aussi des centres de santé qui s'est mis avec lui, des maisons médicales, du 13e, du 11e, de Pyrénées-Belleville. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Dans la bouche d'Édouard Philippe, ça devient quoi? Les brigades d'intervention. Hein, les équipes mobiles deviennent des brigades. Les brigades, il n'y en a pas eu. C'est transformé en coups de fil de la Sécu. Alors, les coups de fil de la Sécu envoyés en Guadeloupe, je vous recommande l'efficacité. Donc, ça, première vague, nulle. Mais ça, c'est pas la faute seulement de Macron, hein, indépendamment qu'il a géré ça comme un monarque. Bon. Notre pays n'est pas habitué à ça. Bon, on ne fait pas prêt. Bon. Mais en plus, on l'a mal géré. Mais on a dit, les Français ont été admirables. Chapeau aux Français. Bon. Et on a préparé la deuxième vague, parce que sur les vaccins, la défiance maximum qui s'est développée, après la défiance sur les masques, alors que si vous aviez eu une première vague de solidarité organisée et active, bien. Mais ça, je crois que c'était utopique. La France n'était pas prête, c'est indépendamment du bilan. Alors, là, le paradoxe, c'est que dans la crise, on a vu un service public comme on le souhaite. Lorsqu'on était démunis, on a vu les soignants finir la guerre entre eux, tous solidaires, hiérarchie de compétences, pas hiérarchie de pouvoir. Il y a des chirurgiens qui faisaient d'être soignants et qui étaient même au début contents au service des patients. Même le privé a été réquisitionné pour fonctionner avec le public. Pas de dépassement d'honoraires. Sécu 100%. Les mutuelles, ils ont servi à quoi? À rien. Les pharmaciens, bien organisés, très utiles. Ils ont retrouvé leur métier. Au lieu de vendre, de faire du commerce sur de la poudre de perlimpinpin, les voilà très utiles. Je vaccine, je teste, etc. Hein, donc on a vu un service public au service du public. Et les gestionnaires au service des soignants. Ben voilà le service qu'on veut. Pas de dépassement d'honoraires, pas de gaspillage, on n'avait rien. On manquait de tout. Donc là franchement... hein, et on a eu en plus des beaux discours. Rappelez-vous, le président, il y a des biens supérieurs qui doivent échapper aux lois du marché. L'État-providence n'est pas une charge, mais une chance quand le destin frappe. Il faut prendre des décisions de rupture, je les assumerai. Nous devrons nous réinventer, moi le premier. Génial. Génial, il a tout compris. Bon. Donc, on a eu ça. Hein. Alors, donc, en santé, on va mettre encore des piles de strates, de ce qu'on appelle le méso, vous savez. Il y a le macro, les grandes décisions, il y a les gens de terrain, et puis il y a les spécialistes du méso. Alors là, c'est ce qu'on appelle le millefeuille. Et on va en mettre des couches. Alors que le modèle, il existe, c'est soit les maisons de santé pluriprofessionnelles, de type libéral s'ils souhaitent, soit des centres de santé, avec les professionnels choisissant soit une gestion de type, soit un type fonctionnaire, soit de type libéral, parce qu'ils veulent travailler plus, veulent travailler moins, bon, très bien, et une gestion locale, avec le fait que, évidemment, le territoire d'un hôpital, c'est pas le territoire d'un centre de santé, c'est plus large. Bon. Mais ce qui doit corriger, c'est ce qu'on n'a pas construit historiquement, on n'a pas construit depuis 1945 à cause de la médecine libérale, archaïque, hein, je ne parle pas de la médecine libérale en tant que telle des libéraux, on n'a pas construit un service de médecine de proximité. Bon, d'où la crise, la catastrophe, c'est les urgences. Hein? Ah oui, c'est parce qu'on n'a pas service de médecine proximité, alors on invente le SAS. On va vous téléphoner avant d'aller à l'hôpital. Et comme ça surcharge beaucoup, ben les merdes vont arriver, quoi. Et comme on a fermé des lits, ben vous êtes sur un brancard. Et on sait que une personne âgée, plus de 6 heures sur un brancard, mortalité augmentée. Mais non visible politiquement. Donc voilà. Donc effectivement, il faudrait une refondation. Le terme était juste. Il faut refonder pour la Sécu le financement, il faut refonder les modes de rémunération,
en ville comme à l'hôpital, l'organisation. Donc c'est un vrai chantier. On ne peut pas le faire comme ça, on n'est pas en 45. Il faut le faire avec ceux qui ont envie. Il y a plein de jeunes médecins, de jeunes soignants, d'infirmières qui ont envie de ça. Avançons avec eux. Mais il y a la force de blocage des syndicats libéraux, qui eux-mêmes étant en concurrence les uns avec les autres, il ne faut pas se laisser déborder, donc on bloque. Donc la solution, 50 €, la consultation, paiement à l'acte. C'est dément, quoi. On répond à rien aux besoins de santé, on répond je veux 50 € pour embaucher une secrétaire. Voilà. Voilà les pistes. Merci beaucoup. Question. Je vous en prie. Oui, Francis. Quelle est selon vous la logique derrière les regroupements de services type DMU qu'on retrouve par exemple à Paris, département médico-universitaire, si on peut là. À mon souvenir, on en retrouve qu'à Paris, mais ici, on en retrouve dans Pardon. À mon souvenir, on en retrouve qu'à Paris, mais ouais. Je suppose qu'on en retrouve dans d'autres villes. Quelle est la logique selon vous de faire ce type de regroupement interuniversitaire? Ok. Alors, la base a été la loi Bachelot. La loi Bachelot reprend, là encore, on n'a rien inventé, on a importé de l'étranger, le New Public Management, il n'y a plus de services, c'est des pôles de gestion. Alors en France, on est hypocrite, donc on n'a pas mis gestion, on a dit pôle. Mais en fait, les pôles ont mis n'importe quoi. Dans la Pitié, il y avait un pôle, c'était la chirurgie, la néphrologie et la maternité. Bon, ils avaient quoi en commun? Un ascenseur. Bon. Et alors, la Rosemarie Van Lerberg expliquait les pôles, c'est mieux parce que c'est plus lisible pour les malades. Je lui avais dit, ben, c'est génial, la femme ne dira plus j'accouche à la maternité, elle dira j'accouche dans le pôle de néphrochirurgie. Bon. Donc l'idée, c'était la mutualisation. Hein, c'était de supprimer les équipes, les services. Derrière, il y avait la logique notariale des chefs de service, qui visait, ce qui n'est pas complètement faux. À chaque fois, il y a le vrai. Hein, c'est le mandarinat qui, c'est mon service, c'est mes chaises, on ne touchera pas à un truc, j'ai hérité de mon patron. Enfin, il y avait un truc, ce qui a mis... Alors, quand Martin Hirsch est arrivé, pour la spécificité des MI, donc c'est Paul, le truc c'est Paul. De même que pour les GHT, hein, les GHT, on les a construits avant de créer le projet médical. Puis on a habillé le projet médical après. On peut toujours inventer un projet médical. Voilà, soit vous dites c'est thorax. Bah, c'est un projet thorax, ça fait chic. Cardio-pneumo, enfin, il ne travaille pas ensemble, ça n'a rien à voir, mais ça fait rien. Vous pouvez dire c'est l'os et articulation. Alors l'autre, vous pouvez dire la rhumato, ou bien vous pouvez dire, enfin bon, vous pouvez toujours inventer un projet. Les GHT, c'était pareil. Hein. On a créé les GHT qui vont de je crois, 200 000 personnes à 2 millions. Puis après, on met un projet. Alors, les DMU, c'est la chose suivante. On s'est toujours posé le problème de l'assistance publique. Est-ce que c'est utile d'avoir une assistance publique par rapport à d'autres centres hospitaliers, etc. Ce qui rajoute une couche, hein, parce que ça rajoute les couches. Il y avait, moi, j'ai connu le service, l'AP, le ministère. Maintenant, il y a l'unité fonctionnelle, le service, le pôle, l'hôpital, le groupe hospitalier, l'AP, l'ARS, le ministère. On est passé de 3 à 7. Là. Hein, alors, il s'est toujours posé la question de comment on fait, parce qu'en plus, il y a 11 facultés. Et ça fait un pouvoir qui est le pouvoir universitaire. Comment on fait pour le pouvoir soignant, le pouvoir universitaire, les doyens, etc., le bazar. Donc, il y avait l'idée, on crée des GHU, on coupe en 4. Avec doyens et santé un peu ensemble. Ça a été fait, ça n'a strictement rien donné. Mais cette question existe, parce que les problèmes pour Mondor, qui est Val-de-Marne, etc., c'est un territoire. C'est pas pareil que celui de Cochin. Bon. Ou bien Bobigny, c'est pas pareil du tout que la Pitié-Salpêtrière. Bon. Avoir le même mode de pensée, ça va pas. Donc, quand arrive Martin Hirsch, on le rencontre, et lui dit, est-ce que vous pensez qu'il y a une solution entre le Paris intramuros et puis ceux qui se projettent sur le Grand Paris, quelque part, qui ont un territoire?
Et donc, on ne peut pas gérer la même chose, la cardiologie, entre Pompidou et la Pitié, chirurgie greffe cardiaque, est-ce qu'il faut qu'ils soient là les deux? Mais par contre, mon ordre, peut-être c'est important, parce que... Bien. Alors, il dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Ces histoires d'organisation, c'est pas intéressant. C'est pas comme ça qu'on va redresser la paix. Bon, très bien. Sauf que la paix rentre en déficit, et en haut, on dit, Martin Hirsch, il n'a rien fait. Et il n'a pas restructuré la paix. Ça ne va pas du tout. Alors il dit, il faut faire quelque chose. Alors on invente les DMU. On invente un truc transversal. C'est-à-dire, on va dire, vous avez raison, l'hématologie, il ne faut pas la mettre avec, je ne sais pas quoi qui est à côté, mais on va la mettre avec l'hématologie de Saint-Louis. Comme ça, c'est l'hématologie. Bon, du coup, mettre une structure comme ça, c'est pas une structure de gestion. Ça peut être universitaire. Ça peut être l'enseignement. Mais on ne revient pas à ce qu'il faudrait faire. Donc il a fait ça pour avoir un rapport à faire. On a fait ça parce qu'au-dessus. Alors quand j'ai vu Nicolas Revel, qui lui a succédé, il m'a dit, c'est un iconique ce truc. Sauf dit, je ne peux pas le dire. Donc je vais faire un questionnaire envoyé au chef de service. Voulez-vous continuer? Est-ce que c'est utile? Et les chefs de service, ils sont habitués à plier les chines, à dire que oui, c'est utile. Bon. En gros, il faut revenir à un truc clair, qui sont des services. Il y a des équipes de soins qui peuvent s'associer pour telle et telle chose, pour l'enseignement, pour la recherche, pour d'autres choses, voire pour des soins, bon, avec des chefs de service qui ne sont pas chefs de service à vie. Hein, en sachant qu'il n'y a pas 3 missions, il y en a 5. Il y a 5 missions là, dans les CHU. Il y a le soin, la recherche, l'enseignement, les 3 missions de Robert Debré, la gestion et la santé publique. Et ça, c'est pas assumable par une seule personne. C'est assumable par des équipes. Hein, donc voilà, donc c'est fait 5 valences. Et alors on a l'absurdité qu'on a des professeurs qui n'enseignent pas et des PH qui enseignent. Bon. Donc tout ça, là aussi, c'est refondation. De ce point de vue-là, Robert Debré est dépassé depuis longtemps. Hein. Donc tout le monde a un statut, des équipes hospitalo-universitaires. Certains font que du soin, quelques-uns, très peu. D'autres font, voilà, et puis ça peut évoluer en fonction de l'âge. Quand vous êtes jeune, vous allez faire de la recherche, quand vous êtes vieux, vous allez faire de l'enseignement. Bon. Ok, voilà votre réponse. Merci. Guillaume? Ouais. Pardon, j'ai pas... Ouais, allez-y. Vraiment une question, là, l'autre jour, j'ai invité, par un cercle un peu de droite, du 17e arrondissement, dans un cercle de débat, aussi au Bâtiment d'ailleurs, enfin, ils font un cercle de discussion. Toujours est-il qu'ils invitent des gens, et il y avait Madame Bachelot, justement. Ah. Et j'étais moi je veux plutôt une image négative d'elle, enfin bon. En tout cas, elle a parlé de ce secteur santé, et effectivement, ça a fait très peur. Et même ensuite, une fois qu'elle est partie, les gens. Bon, c'est une femme qui est assez. Beaucoup d'humour, même si elle doit le faire, et finalement, la discussion n'a pas été tellement ouverte. Mais elle a parlé pas mal des questions de santé, de ce qu'elle avait fait. Et une fois qu'elle est partie, les gens, donc y compris quand même une majorité de gens bien à droite, étaient complètement effrayés de ce qu'elle disait. Et alors en gros, elle disait qu'il y avait une des raisons de l'exclusion des coûts de santé, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient tout à fait naturelles et qui étaient traitées selon les voies de la nature auparavant, qui ont été médicalisées à tort. Et elle comptait là-dedans l'accouchement. Enfin, on accouche naturellement, il n'y a pas de raison. Maintenant, le moindre accouchement, moi j'ai connu, etc. Dans la jeunesse, après, coucher, il travaillait le soir même, etc. Bon, et puis alors l'acte de mourir, c'est un autre acte naturel, et elle disait, par exemple moi, mes parents, je ne les ai pas hospitalisés, quand ils mouraient, je les ai traités en majesté chez moi. J'ai pas. Donc ce qu'elle a dit en gros, c'est que tout ça, c'était supplémentaire, en gros. C'était assez impressionnant, là, effectivement. Alors la pensée générale est juste, les 2 exemples sont faux. La pensée générale est juste, et la définition de l'OMS, c'est la bonne santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est un état de bien-être physique, psychologique et social. Donc le bonheur.
Donc c'est infini. Alors moi je suis pour cette définition, je la trouve très bonne. Elle veut dire, la santé, c'est pas seulement la médecine. Mais elle peut être interprétée à l'inverse. La médecine peut répondre à tous les problèmes du bonheur. Vous avez un petit souci, j'ai un médicament pour vous. Vous avez un deuil, j'ai ce qu'il faut pour vous. Votre enfant est un peu agité, nous avons ce qu'il faut. Donc vous pouvez médicaliser la vie. Donc, ce en quoi elle a raison, c'est une critique. La patamédecine se développe là-dessus, l'auriculothérapie, toutes les conneries, la réflexologie sur le pied, je vous masse votre pancréas au milieu du pied, et etc., etc. Vous avez vu partout et ça fleurit. Et derrière, il y a l'idée qu'on peut répondre avec des soi-disant discours médicaux ou de la médecine à tous les problèmes de la vie. Hein, et donc ça, c'est le panmédicalisme. Et on invente des maladies. Les jambes sans repos. Hop, il y a un médicament. Vous avez des impatiences dans les jambes. Hop, voilà. Etc., etc. Alors, par contre, il y a ce qui sont les progrès médicaux. Parce que la nature n'est pas que bonne nature. Contrairement à ce qu'a dit Mme Bachelot, encore que Mme Bachelot, je pense qu'elle a les moyens d'adoucir la nature pour elle et pour ses parents. Elle a peut-être les moyens d'avoir les gens à domicile qui vont s'occuper de ses parents en fin de vie, dans un appartement suffisamment grand. On pourra apporter ce qu'il faut et on pourra changer les draps lorsqu'ils auront fait sous eux, etc., etc. Et il y aura les gens qui viendront pour qu'ils ne souffrent pas. Donc, la logique des soins palliatifs, c'est pour les gens qui ne peuvent pas faire ça à domicile, qui ne sont pas les parents de Mme Bachelot, qui est que tout le monde a le droit de mourir sans souffrir, dans un climat à peu près correct d'environnement, et de partir en dormant. Voilà. Alors après, on dit quelle maladie, à tout le débat actuel, c'est autre chose sur les maladies incurables, etc. Faut-il légiférer, etc. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais sur le fait qu'il y ait des soins palliatifs et qu'on ne meurt pas comme avant, c'est une idée. L'idée qu'avant c'était génial. Alors l'accouchement, pareil, hein, bon, très bien, mais enfin l'hémorragie de la délivrance, ça existe, le tour du cordon, ça existe, et aujourd'hui il y a une logique de sécurité qui est compréhensible. Alors autre chose est de dire, je veux la maternité en bas chez moi. Mais l'accouchement à domicile, pour tous les médecins que je connais, obstétriciens, pour toutes les sages-femmes, raisonnables, c'est une folie. On n'accouche pas à domicile. Maintenant, on peut être suivi quand on a une grossesse qui n'est pas à risque, programmer un peu les dates de l'accouchement et organiser ça avec un problème réel qui est on manque d'obstétriciens et les sages-femmes. Alors là aussi, c'est que les sages-femmes, on en manque, mais on a bon et là les médecins ont leurs responsabilités, comme les infirmières de pratique avancée. On n'a pas assez développé les métiers intermédiaires. Hein, des infirmières de pratique avancée peuvent suivre. Moi dans mon service, depuis 20 ans, j'avais créé des infirmières cliniciennes qui voyaient des malades, qui suivaient des malades, et pas les malades simples. Bon, ça, elles peuvent apprendre à mesurer sa glycémie, à adapter sa dose. Mais les malades complexes, parce qu'elles téléphonent, parce qu'elles les voient tous les 15 jours, parce qu'on en parle. Et c'est avec ces malades-là, les malades graves, qu'elles avaient le meilleur succès. Parce que nous, on pouvait les voir que tous les 3 mois, en entendant de vous allez voir Monique, Monique appelait, et on parlait, et puis ce malade qui était diabétique, alcoolique, qui avait plein de problèmes, j'avais jamais eu de résultats aussi bons. Bon. Donc ça, les médecins ont freiné la médecine libérale aussi. Et ça monte à loin, ça monte aux officiers de santé. Les médecins en France sont historiquement contre l'État, contre la Sécu. En 93, la Révolution crée les officiers de santé, qui ne sont pas passés par les facultés pour aller soigner les gens pauvres. Et les médecins de faculté n'auront de cesse de faire supprimer les officiers de santé. Ils mettront... je crois, 30 ans ou 40 ans pour obtenir cette victoire. Et quand réapparaît l'infirmière clinicienne, dans le corps médical, dans son ensemble, il dit « revoilà les officiers de santé ». C'est devenu un inconscient collectif. Hein, et à bas l'État, à bas la Sécu, il y avait la FMF qui appelait, en Alsace, j'avais été à Strasbourg, dans les tracts, qui appelait à prescrire systématiquement, refuser les malades généricables, pour faire emmerder Madame la Caisse. Hein, donc voilà. Donc on trimballe cette histoire. On arrête. Non ? Oui. Il est... Merci beaucoup et on va...
Merci à vous. Mieux.